Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au premier cercle de presse de 2014. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année. On devait terminer 2013 avec la présence des députés du Saguenay, mais malheureusement, la session parlementaire s'est prolongée et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a un pont qui a brûlé. Alors, on n'a pas terminé l'année avec eux, donc on va débuter l'année avec eux. Non, vous n'êtes pas au courant, M. Gaudreau? Non, je sais pas de quoi vous parlez. Parfait. Donc, ce matin, les députés du Saguenay, Jean-Marie Claveau, Sylvain Gaudreau et Stéphane Bédard, comme à l'habitude, ils vont prendre la parole au début et puis ensuite, on va aller avec une période d'échange. Donc, vous me faites signe, je prends vos noms pour les questions. On débute tout de suite. D'abord, merci à vous d'être là. La parole est à vous. On commence avec vous, M. Claveau. Oui, très bien. Merci, Mme Plamondon. Alors, bonjour, bon matin. Bonne année 2014. Alors, pour un petit peu faire le bilan au cours de la dernière année, particulièrement au dossier chez moi, le dossier de le comté du Buc. Alors, je voulais revenir un peu avec le dossier de la forêt qui me touche, qui touche beaucoup d'intervenants de mon comté. Entre autres, on parle des nombreuses coopératives de Ferland-Boileau, qui a d'ailleurs un très beau projet de développement, coopérative de la Terrière, coopérative de Sainte-Rose-du-Nord, plusieurs séries chez moi. Série Girard, Valibois à Saint-David-de-Falardeau, la série Saint-Fulgence, Petit-Saguenay, Lignarex. Donc, le domaine de la forêt est très important au niveau du comté du Buc. C'est pourquoi qu'avec le rendez-vous des régions, les décisions qui sont prises, on a suivi ça de très près. Et régulièrement, chaque semaine, on sait qu'on fait référence souvent régionalement. Tout le dossier de Résolus, on pense à la centrale Jim Gray, qui est située à Saint-David-de-Falardeau et qui, 50% des revenus de la municipalité viennent de ce barrage. C'est un dossier qu'on suit régulièrement et ça a un impact sur l'ensemble de l'industrie forestière du réseau de Résolus et ça touche autant Jonquière, Alma que Roberval. Donc, tous les députés, puis avec le président du Conseil du Trésor, on suit de très près le dossier de Résolus. Et pour vous dire, à chaque semaine, si je n'en parle pas à Martine Ouellette, c'est quelqu'un de son bureau pour connaître où en est l'état des négociations parce qu'on a comme objectif, dans l'intérêt économique de la région, que les meilleures décisions soient prises. Là-dessus, ceci dit, dans mon comté aussi, ce qui est intéressant, les deux plus gros projets de développement économique se situent dans le comté du Buc, soit l'agrandissement de la mine Niobek, qui sont en étude de faisabilité. Vous savez, tout ce qu'on a annoncé préalablement, c'était des études de préfaisabilité, puis est-ce qu'on y va, puis on a travaillé dans le sens de la réalisation de cet investissement majeur. Et prochainement, les résultats nous seront révélés et je crois que c'est positif pour la région. Parallèlement à ça, un nouveau dossier aussi. Vous savez que dans le domaine minier, c'était pas nécessairement un secteur où on était très développé régionalement. Ça promet pour le futur. Ressources Ariane, qui on espère tout à l'heure auront des décisions plus concrètes à nous annoncer. Alors, ce que je peux vous dire, ces deux dossiers, je les suis de très près. Encore, j'ai rencontré des intervenants hier du côté d'Ariane et on espère que prochainement, des décisions du concret sont annoncées. Et ça a un impact majeur, si on regarde. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est des projets promoteurs. On parle de plus de 3 milliards d'investissements. On en a besoin. Un nouveau secteur de l'économie. Et je peux vous dire que même régionalement, au niveau du caucus, c'est des dossiers qui sont suivis assez étroitement. À part de ça, dans le comté du Buc, vous savez, c'est assez paradoxal. D'un côté, on est en croissance, d'autre côté, on est en dévitalisation. Moi, présentement, depuis mon retour des fêtes, depuis le 6 janvier, je fais le tour des municipalités, des conseils municipaux, des organisations, pour faire un retour sur la dernière année et puis regarder les projets futurs et d'autres besoins et les projets en cours aussi, puis être un petit peu plus visionnaire pour regarder dans le futur. Si on regarde, par exemple, du côté de la Terrière, alors on est en croissance. On avait des besoins au niveau de l'école primaire, avec la complicité du président du Conseil du Trésor, que je vois régulièrement. Quand c'est ton ami, c'est encore mieux. Vous savez, l'école, ce qu'on pourrait qualifier, était au bouchon. Là, il n'y a plus de place avec la participation des professeurs, du personnel de soutien, de la direction.
il n'y en a plus de place. Puis les parents ne voulaient pas de transfert du secteur vers ailleurs parce qu'on est à l'intérieur dans une école unique au niveau primaire, avec un projet éducatif. On parle des arts du cirque. On voit ça au niveau secondaire, mais du côté primaire, c'est exceptionnel. Et ces gens-là, on voit ça, tu vas l'été à la Terrière, les jeunes font de la jonglerie. C'est très important. Les parents sont impliqués dans le programme éducatif. Et c'est important de soutenir puis de garder ces élèves-là dans leur secteur. Alors, on a pu obtenir, en attendant, au printemps, qui normalement devrait être annoncé l'agrandissement, l'installation de 2 classes mobiles qui a dû se faire au début janvier pour la nouvelle entrée pour donner un petit peu plus d'oxygène au personnel et aux enfants dans le secteur. Alors, ça a été une excellente nouvelle. On a un autre secteur qui est Saint-Honoré également, qui est en croissance, puis d'autres en dévitalisation. Puis je peux vous dire un élément avant de passer la parole, Priscilla. Le programme de la ruralité, là. PNR. Le PNR. Politique nationale de la ruralité. C'est un ancien préfet qui connaît l'importance. C'est un programme qui a été initié par le gouvernement du Parti québécois puis qui va être renouvelé. Puis d'ailleurs, la semaine prochaine, je vous invite, Gaétan Lelièvre, qui est l'adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales, ministre délégué, va être à Saint-Honoré. Alors, vous allez être tous invités, ne pas manquer. Alors, ce programme-là est renouvelé. Puis regardez quelle application qu'on en a fait à la MRC du Fjord, ce qui a permis au milieu de se doter d'équipements, de services qu'on n'aurait jamais pu se payer. C'est un programme très important. Alors, la sensibilité, vous savez, quand on a un ministre des Affaires municipales qui écoute, il y a différents programmes, je pourrais vous en donner encore. Merci, M. Clavon. On va l'écouter, justement, le ministère des Affaires municipales. Allez-y, M. Gaudreault. Merci, Priscilla. Alors, à mon tour de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2014. Écoutez, je ne veux pas être trop long parce que je sais la formule du cercle de presse qui est très appréciée et qui est unique au Québec, je tiens à le répéter, et qui est de plus vous laisser la parole. Je veux juste vous dire, si on fait un bilan de l'année 2013 dans ma circonscription, de Jonquière. Je suis extrêmement heureux de ce que nous avons été capables de réaliser, que ce soit la construction d'un nouveau gymnase à l'école Sainte-Cécile, la correction des courbes très dangereuses dans le coin du camping Jonquière, l'agrandissement du garage municipal à Jonquière, la réfection du pont d'aluminium d'Arvida, la construction de la résidence Saint-Jean-Eudes, plus les projets en matière d'économie sociale et, j'insiste particulièrement sur l'entente que le gouvernement a été capable de conclure, entre autres avec la collaboration de Stéphane, d'Agnès Maltais et de moi comme membre du comité interministériel sur les régimes de retraite, les gains de 240 millions pour les retraités de produits forestiers résolus. Je veux juste que vous vous rappelez où il se situait puis ce qu'il revendiquait au moment de la campagne électorale de 2012. Un des gains importants pour nos retraités, ça a été ce 240 millions-là que la compagnie s'est engagée à mettre dans le fonds de retraite. Et ça, ça fait peut-être pas la manchette à tous les jours, mais moi, je vous dis, là, pour les gens au quotidien, là, des retraités qui ont travaillé toute leur vie dans des usines, c'est fondamental et c'est majeur. Maintenant, on est en début d'année, c'est important de parler de l'avenir aussi, puis quand on est en politique, c'est pas pour le passé, c'est pour le futur. Alors, il y a toujours des dossiers que je continue de travailler, pour lesquels j'espère un dénouement positif, et ces dossiers avancent très bien d'ailleurs pour Jonquière. Évidemment, le CAMPS, le Centre d'amélioration de maintien de prévention en santé, qui a encore une pertinence encore plus grande. Quand on a vu cette semaine les chiffres sur la prévalence de cancer au Saguenay-Lac-Saint-Jean plus grande, et particulièrement à Jonquière. Alors, écoutez, je pense que s'il y a quelque chose qui justifie le campus à Jonquière, c'est bien ça. Le Centre de formation professionnelle polyvalente de Jonquière et aussi une maison de soins palliatifs à Jonquière. Il y a déjà eu une pré-annonce cette semaine, mais on continue de travailler ce dossier-là. Je veux me limiter à ça pour l'instant et vous dire que, en ce qui me concerne, c'est toujours avec beaucoup de fierté, d'engagement et de transparence que je fais mon travail d'abord et avant tout de député, mais aussi de ministre des Transports et de ministre des Affaires municipales des régions de l'occupation du territoire. Merci. Monsieur Bédard. Merci. Alors, bonne année à tous. On est dans les mêmes rangs pour se le souhaiter.
souhaitons qu'elle sera moins, je vous dirais, occupée que celle de 2013. Ça a été une année assez chargée, je vous dirais, à tout niveau, mais ça a bien terminé. Donc, on a fini sur une bonne note. En rétrospective, très rapidement, c'est sûr que c'est une année sur laquelle je pense qu'on peut être fier comme bilan au niveau régional. Au niveau local, moi, j'ai la chance aussi d'avoir réglé en partie, pas en partie, le dossier de la prison. Je dis en partie parce qu'évidemment, il y a différentes étapes que je suis. D'ailleurs, on va arriver à mi-mars avec les développements. Et tout en maintenant la cohésion régionale. Donc, j'en suis particulièrement fier. C'est un dossier qu'on aurait pu se déchirer et on l'a pas fait. Saint-Denis, Saint-Isidore, vous le savez, c'est un dossier qui me tenait à cœur, qui était des engagements et qui un projet de 15 ans qui malheureusement n'avait pas reçu l'accueil favorable, particulièrement dans les dernières années avec les budgets pour les infrastructures sportives qui avaient été écartés pour les motifs qui ont été évoqués après ça par le vérificateur général, donc purement par partisanerie politique. Sainte-Bernadette, même chose. C'est des jeunes. Ça a été mes plus belles annonces. Au Trésor, on fait pas d'annonces. Au transport, il y a toujours une annonce, lui. Moi, j'en fais pas. Là, j'ai vu ce que ça te donnait, le feeling d'être en annonce, avoir des jeunes autour de toi qui sont heureux. C'est mieux que dire non tout le temps, je vous dirais. Donc, j'ai particulièrement aimé ça. Et il y en a un petit dossier pour moi qui est névralgique, mais qui incarne notre volonté qu'on avait au niveau régional d'amener des fonctionnaires en région. Et c'est le centre d'expertise dans le logiciel libre. Et actuellement, je sais que le directeur va être choisi incessamment. Il y a déjà des employés d'engagés. Et on va arriver à l'objectif de 30 dans le courant de la première année. Donc, je suis particulièrement fier. Puis notre but, c'est de l'agrandir, puis de donner d'autres exemples. Je travaille avec la CAR, la conférence administrative, avec Sylvain, pour être capable d'identifier des créneaux dans lesquels on peut amener des fonctionnaires ici en région pour donner des services dans l'ensemble québécois. Dans Dubuc, oui. Écoute, Jean-Marie a un rêve qu'il caresse et nous le caressons tous, d'avoir un bel immeuble de la fonction publique sur les bords de la baie. Et ça serait effectivement une bonne chose dans un contexte qui n'est pas évident à la baie, où il y a eu des bons investissements et en même temps, il y a eu, vous avez vu Retina Simard, il y a des nouvelles Albert Tremblay, des monuments là, au niveau de la baie. Là, et là, il y a une réponse à donner à cela. Et on travaille, je sais que Jean-Marie avec nous travaille très fort. Très rapidement, des dossiers qui me préoccupent et sur lesquels on peut être fier, mais qu'il faut donner des suites. La Charte du bois. Très fier. C'est un engagement régional. On l'a livré, mais c'est pas tout maintenant de le livrer. C'est d'en assumer les suites. Et c'est ce qu'on va faire. En partenariat d'ailleurs avec l'Université du Québec à Chicoutimi là-dessus, et qui a joué un rôle névralgique dans l'acceptation. Le rendez-vous de la forêt qui a été écoute, tout le monde pensait qu'on n'allait pas donner le résultat escompté. On a donné plus. Ou de l'environnement jusqu'aux industriels, en passant par les municipalités autochtones, tout le monde y a trouvé son compte. Donc, il faut donner des suites. Jean Gauthier vous dit le par texto « Belle à Jonquière ». Ah oui, ben ça. Belle à Jonquière, effectivement, mais ça, c'est vraiment notre ami M. Vandal. Après ça, j'ai... D'ailleurs, je vais regarder ce qu'a dit ton chum, toi. Après ça, je vous cacherai pas que hier, on avait une belle annonce, mais ça doit pas non plus cacher la réalité qu'on a avec les équipementiers dans le contexte où il y a une négociation qui s'est entreprise avec le gouvernement et les principales alumineries. Certains ont leur stratégie. Et en même temps, la fin de la P60 et le vide que ça crée par rapport aux autres étapes crée un contexte où le gouvernement doit avoir une réponse et un soutien. Ça, je ne vous le cacherai pas. Donc, on travaille là-dessus actuellement. Le secteur des mines, un secteur en croissance. Notre ami Jean-Marie le disait, travaille fort sur des dossiers qui sont névralgiques pour l'avenir de la région. Et on va apporter notre support au développement. Puis on est particulièrement content parce que là, on a donné les bases de la stabilité. Au niveau fiscal, au niveau de la loi, on a réformé une loi. Puis on a eu la chance, moi j'ai eu la chance de bien connaître cette loi-là dans le contexte que vous connaissez. J'ai eu à intervenir. Et je pense qu'on a toutes les assurances maintenant pour les compagnies qui sont prêtes à développer, que Saint-Saint-Jean est une terre d'accueil. En terminant, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que j'ai constaté dans les derniers mois, avec la mouvance qui se déroule, les équipementiers, tout notre créneau d'aluminium qui évolue, le secteur du bois qui a peut-être besoin d'être repositionné. En consultation avec mes collègues, j'ai demandé aux plus hauts fonctionnaires dans la région, ce qu'on appelle la conférence administrative régionale, je leur ai donné le mandat de faire une réflexion et d'arriver avec des propositions sur un exercice de réflexion, de concertation qu'on ferait au niveau économique pour dégager des pistes d'orientation
claire sur laquelle la région et le gouvernement vont se donner la main avec certains industriels pour développer des créneaux. Et c'est ce qui nous manque actuellement. On agit des fois par projet, par cas. Je pense qu'il faut revenir à ce qu'on a fait à 2 ou 3 reprises et qui a donné des bons résultats, qui a permis à la région de se démarquer par rapport aux autres. Donc, le mandat a été donné à la conférence administrative. Ils vont arriver au mois de mars avec une proposition. Quelle forme ça devrait prendre? Qui serait impliqué? Et quel serait l'échéancier? Et on va mener en coordination le caucus, les autorités administratives. La CRE va jouer sûrement un rôle aussi. J'aurai à les consulter dans les prochains jours. Et l'ensemble des industriels et surtout les institutions. Cégep, commission scolaire, université et hôpital. Voilà. Merci et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Donc, première question, Louis Tremblay du Quotidien. Il sera suivi par Denis Lapierre de Radio-Canada. Ma question s'adresse à M. Gaudreault parce que c'est un dossier qui touche les affaires municipales. M. Gaudreault, est-ce que le gouvernement du Québec va exproprier des citoyens québécois à Saint-Prime et à Roberval pour redonner les terres aux Autochtones? Le chef Dominique en fait appel à Québec. Mais est-ce que ces gens-là vont se faire mettre dehors de chez eux sans le vouloir? Écoutez, j'ai vu la sortie de M. Larouche, le maire de Roberval, ce matin. J'ai vu également le positionnement du maire de Saint-Prime. C'est des sorties qui sont très récentes. On va laisser les parties concernées se parler. On va évidemment regarder cela de très près avec ma collègue aux affaires autochtones et au niveau régional également. Mais écoutez, là, c'est des positions qui sont très récentes. Puis moi, je pense qu'il ne faut certainement pas antagoniser les choses. Certainement pas antagoniser les choses. Et il n'est pas du tout dans mon intention de voir ce dossier sous l'angle d'expropriation. Écoutez, on parle de l'approche commune. Alors, me semble, comme expression, ça le dit, c'est une approche commune. Puis il est hors de question d'envisager des mesures, justement, je dirais, extrêmes, là. Alors, écoutez, c'est des positions qui ont été exprimées très récemment par le maire de Roberval. Puis, je n'ai pas à ce stade-ci l'intention de commenter davantage. La prochaine question à Denis Lapierre de Radio-Canada, suivie de Bertrand Tremblay. C'était pas ma question de départ, mais je veux continuer sur ce que vous venez de dire. Ce dossier-là, c'est très clair qu'il y a un problème. Le problème étant qu'il y a une entente qui a été signée, pas signée, il y a une entente qui est intervenue en 2002, qui est entérinée en 2004, ça fait 10 ans, entre la communauté autochtone du Lac-Saint-Jean, entre autres, et les négociateurs. Depuis ce temps-là, les négociations, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est pas ce qu'on a assisté cette semaine, c'est pas un reflet justement du pourrissement d'un dossier qui aurait dû normalement avancer beaucoup plus que ça durant cette période-là et qui devrait normalement, dans une société normale, être réglé là, entre deux communautés qui cohabitent ensemble depuis 175 ans et plus. Je suis bien d'accord avec vous. Vous le dites vous-même, ça a pourri pendant 10 ans. Entre 2003 puis 2012, là, qui était là, qui a laissé pourrir le dossier, qui a laissé la poussière s'accumuler d'un ministre aux affaires autochtones à l'autre? C'est le gouvernement Charest. C'est ça qui est arrivé. Alors là, nous, on est revenus aux affaires depuis 1 an et demi. Je peux vous dire que les relations avec les Autochtones, avec les nations autochtones, avec le gouvernement du Québec n'ont jamais été aussi bonnes qu'elles le sont à l'heure actuelle. Mme Marois s'est rendue à plusieurs reprises dans le Nord, entre autres. Elle a assisté au grand forum autochtone là, à Montréal. J'y étais aussi d'ailleurs avec mes collègues aux ressources naturelles, ma collègue aux affaires autochtones. J'y étais là aussi à titre de ministre des Affaires municipales et des régions à Montréal au printemps l'année passée. Et on a réentamé les discussions de nation à nation. Souvenez-vous que le premier gouvernement qui a reconnu les groupes autochtones comme des nations à part entière, c'est un gouvernement de René Lévesque en 1985. S'il y a eu un pourrissement ou une accumulation de la poussière, j'aime mieux dire ça comme ça, minimalement, c'est à cause justement des 10 années de laisser-aller du gouvernement Charest. On est aux affaires depuis 1 an et demi, on reprend les choses, et ce que je vous dis, c'est qu'avec la situation qu'on a devant nous, il est hors de question, en ce qui me concerne, d'antagoniser les choses.
c'est l'approche commune, on va se parler, mais il n'est pas question d'avoir des procédures d'expropriation et des choses comme ça. On n'en est vraiment pas là. Bertrand Tremblay? Ma question s'adresse prioritairement au député Glaveau et à Sylvain, parce que ce sont le premier est député de La Terrière et le deuxième est citoyen de La Terrière. Votre voisin aussi, d'ailleurs. On a appris finalement que tous les travaux qui avaient été faits pour doubler la capacité d'évacuation du lac Kenegami se résume à pas grand-chose, puisque finalement, on avait oublié qu'il existait un barrage, une centrale hydroélectrique, et que si on évacue à 600 mètres secondes, on emporte la centrale. Mais à ce moment-là, que dites-vous pour rassurer les riverains, les 7500 riverains des rivières Chicoutimi et des rivières au Sable qui sont encore devant le même problème? Oui. Bien, comprenez que mon intention n'est pas de parler à titre moi-même de riverain de la rivière Chicoutimi, mais vraiment à titre de député et de ministre là, qui est responsable. Moi, je dois vous dire que ce dossier d'évacuation des crues là, du lac Kenogami, c'est un dossier qu'on travaille. Je veux juste vous rappeler, là, quand je suis arrivé en 2007, s'il y a une chose qui traînait, c'était le début des travaux du dragage de la rivière au Sable. J'ai fait des interventions très fortes à l'État. Tu te souviens? Ça a été ma première question à l'Assemblée nationale comme député en 2007. C'était avec Claude Béchard à l'époque. Et on a obtenu le décret peu de temps après pour faire les travaux de dragage de la rivière au Sable. Alors, il y a un certain nombre de recommandations du rapport Nicolet qu'on a fait accélérer. Il reste celui du réservoir Picobas, c'est une autre affaire. Maintenant, en ce qui concerne les capacités d'évacuation des barrages sur la rivière, ça fait l'effet d'entonnoir. Moi, ce que je constate par rapport au barrage de Hydro-Saguenay, de Hydro-Jonquière, c'est-à-dire de la ville de Saguenay, il est de la responsabilité première de la municipalité de s'assurer qu'elle respecte la loi sur les barrages et qu'elle soit capable de répondre aux capacités d'évacuation. Ce que je vais faire, je vais convoquer dans les prochains jours, on a regardé ça hier à l'agenda à mon bureau, là, une réunion de la table. Vous savez qu'on a créé une table des intervenants, là, que ce soit le Centre d'expertise hydrique, ministère des Ressources naturelles, ministère des Affaires municipales, Ville de Saguenay, Produits forestiers résolus, tous les gestionnaires des barrages, Comité de bassin versant, Association de protection du lac Kenogami. Et il suffit de s'assurer de l'agenda là, de chacun. Mais moi, je vais y assister à cette réunion-là. On va se réunir très bientôt pour faire le point là-dessus et de s'assurer que, justement, toutes les capacités d'évacuation puissent être acceptées, si on veut, dans les barrages en aval. Alors ça, ça m'apparaît très, très clair et très, très important. Alors, on va vous tenir au courant une fois que cette table-là sera convoquée. On apprend donc que le maire Jean Tremblay va tenir une conférence de presse ce matin à 10h30 pour réagir à la question de la prière. Je fais le pont avec le maire Jean Tremblay parce qu'au cours de la dernière année, il y a eu plusieurs moments où les relations ont été très tendues entre le gouvernement, entre vous deux, les ministres à Saguenay, et le maire Jean Tremblay. Est-ce que vous vous êtes parlé dans le blanc des yeux ou est-ce qu'on va encore avoir l'air à la télévision nationale d'une région qui n'est pas capable de régler ses problèmes? Parce que il y a vraiment eu l'air d'avoir une division, un manque de communication, on l'a évoqué à plusieurs reprises. Dans le dossier du blâme du Mamrot envers la ville, il vous a accusé de vendetta politique. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que 2014, les relations vont se bonifier ou ça va rester plutôt froid entre la Ville et les ministres? Ce qui est important, c'est qu'au niveau régional, vous savez, le Sénat-Saint-Jean est représenté par 3 membres au Conseil des ministres et par 2 députés. Donc, 5 députés qui font le travail pour les citoyens de Chicoutimi, de l'ensemble de la municipalité, évidemment, mais de toute la région. Donc, ce travail-là, il se fait. Les relations personnelles, c'est une autre chose. Le but, c'est pas toujours, je vous dirais, de cultiver. Il y a du monde avec qui t'aimes aller manger le soir, puis il y en a que t'aimes moins. Ça t'empêche pas de faire ton travail quand même. Alors, c'est ça qui est important. À travers certains dossiers, il y a eu des différences de façon de faire. Le pont du Buc a été un bel exemple. Moi, je pense que je suis très fier de la façon dont le ministère des Transports
la façon dont on a mené ce dossier-là en lien avec la population, de rassurer. D'autres peuvent prendre d'autres méthodes, mais c'est pas les miennes. Fait que le but, c'est pas d'entrer en débat. C'est de faire notre travail correctement, comme vous l'avez vu. Moi, j'ai pas besoin de chicane pour être devant les médias. Et on va toujours souhaiter garder ce niveau-là. Pour le reste, quand j'ai le temps de collaborer sur des dossiers de développement, tout le monde est au rendez-vous. Et c'est comme ça qu'on va agir pour la suite des choses. Oui, en ce qui me concerne, évidemment, je partage entièrement le point de vue de Stéphane là-dessus. Je peux ajouter que, oui, on a eu une rencontre, un déjeuner de travail, M. Tremblay et moi, parce qu'on a beaucoup de dossiers qui nous concernent, particulièrement à Jonquière. Moi, il y a des dossiers que je souhaite faire avancer où ça prend la collaboration de la Ville, puis on a discuté de cela. Puis on a eu une très bonne rencontre. Maintenant, je ne veux pas en ajouter par rapport à ce que Stéphane a dit parce que je partage son point de vue, mais je veux juste dire une chose, par exemple, concernant le rapport d'inspection, de vérification plutôt du ministère des Affaires municipales sur la Ville de Saguenay. Je veux répéter que c'est un processus indépendant qui avait été entamé sous l'ancien gouvernement et qui se poursuivait parce que les villes qui sont sélectionnées, moi j'ai le pouvoir, d'une part, de dire on va aller faire une vérification dans telle ville ou telle ville. Je l'ai fait pour Laval, par exemple, quand il y a eu les événements qu'on connaît. Bon. Mais il y a aussi un processus aléatoire où il y a des villes qui sont pigées, littéralement. Puis Saguenay était dans ce processus-là. Puis là, le rapport est arrivé au moment où il devait arriver, à la date, puis je l'ai très bien expliqué à M. Tremblay. Bon, ça, c'est le processus. Maintenant, pour la suite des choses, ce que j'ai convenu avec lui, puis c'est déjà en cours d'ailleurs, puis hier, on a eu l'occasion de faire rapidement le point là-dessus à la faveur des événements à Rio Tinto-Alcan. J'ai mandaté des hauts fonctionnaires du ministère pour faire un suivi du rapport avec la Ville de Saguenay pour justement corriger des choses, puis faire en sorte qu'on s'entende, puis qu'on soit capable de pas refaire les erreurs qui ont été faites dans le passé, puis de voir comment on peut faire des recommandations pour corriger les choses. Puis M. Tremblay, à ce qu'il m'a dit hier, il se disait très satisfait de cette collaboration-là. Moi, j'ai délégué quelqu'un, comme je l'aurais fait d'ailleurs avec n'importe quelle autre ville qui a eu une vérification. Alors maintenant, ils vont suivre leur cours. Moi, comme ministre, là, j'ai pas à agir différemment avec Saguenay qu'avec une autre ville. Puis soyez bien assurés qu'en ce qui me concerne, il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Et c'est vrai à Saguenay comme ailleurs. Alors, s'il y a des défauts qui ont été constatés par rapport à la loi, ma responsabilité, c'est de s'assurer que ces défauts-là soient corrigés. Puis c'est ça qu'on est en train de faire. Puis la loi prévoit que la municipalité qui est concernée je pense que c'est jusqu'à 3 ans, on pourra vous le vérifier là, pour vous confirmer, pour justement corriger les choses. Prochaine question, Thomas Verville, suivi de Catherine Paradis. Monsieur Gaudreau, j'aimerais revenir sur le projet du CAMS. Lorsque vous étiez à l'opposition, vous marteliez sur la place publique que le gouvernement devait faire de ce projet une priorité. Et puis, vous dites que c'est toujours dans les dossiers qui sont prioritaires de votre côté. On a l'impression que c'est un rêve qui se réalisera jamais. Qu'est-ce qui va faire en sorte que maintenant, ça pourrait déboucher et qu'est-ce qui fait en sorte qu'après 1 an et demi au pouvoir, ça n'a toujours pas débloqué? Oui. Il est vrai qu'on a, Stéphane vient juste de me le dire, puis on le constate à chaque fois, là, comment on a raté une occasion avec le CAMS en 2010, au moment où le gouvernement fédéral avait mis de l'argent sur la table. C'est incroyable. Ouais. Il y avait de l'argent du fédéral. Là. Et moi, quand je suis arrivé, là, j'ai vu que justement, il y avait des possibilités de différentes enveloppes du côté du gouvernement. Mais quand on est arrivé, je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'enveloppes, entre autres aux affaires municipales, qui avaient été littéralement vidées avant le déclenchement de la campagne électorale de 2012. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, en concertation avec les 2 principaux promoteurs, je dirais, du CAMS, le Cégep de Jonquière et le C3S, l'hôpital de Jonquière, on a convenu, à la suite de ces événements-là, de bonifier, je dirais, le projet. Donc, et ça, c'est à la demande des promoteurs qui ont fait des contacts avec l'UQAC, qui ont fait des contacts avec l'Agence de la santé, qui donne son appui au projet, qui ont fait des contacts avec le PATRO. Vous savez, à Jonquière, comment le PATRO est une institution incontournable. Il y a des milliers d'enfants, de jeunes qui passent au PATRO à chaque année. C'est à côté du cégep, donc justement pour pouvoir utiliser les services éventuels du CAMS. Alors ça a été fait. Là, maintenant, le projet a été bonifié. Et là, on est en train de faire un travail très étroit au sein du gouvernement pour voir comment on peut attacher un financement. Parce qu'il est vrai
que nous sommes encore dans un projet tellement innovateur en termes de prévention en matière de la santé qu'il faut l'attacher comme il faut. Puis c'est là qu'on est rendu. Alors moi, je suis très positif à partir des récents développements qui ont été développés par les promoteurs pour être capable d'arriver dans les prochains mois à des annonces. Alors on continue ce projet-là. Quel montant avait été donné par le fédéral en 2010? Le fédéral en 2010, M. Blackburn s'était engagé à la hauteur d'une affaire comme 24 millions. Ah non, c'est incroyable. C'est un effet de levier. C'est pour ça que quand je vous dis la fenêtre était ouverte là de façon exceptionnelle. Puis moi, j'avais parlé, écoutez, avec Serge Chimard dans le temps, avec le bureau de M. Charret. Écoutez, il n'y a rien que j'ai pas fait. Là, j'étais quasiment rendu à la grève de la faim là, sur devant le bureau du premier ministre. Mais j'ai pas beaucoup de réserves, alors je me suis pas lancé là-dedans. Mais écoutez, voilà, c'est là qu'on fera pas l'histoire. Prochaine question, Catherine Paradis, suivie de Roger Boivin. Monsieur Claveau, vous en avez parlé un petit peu de ressources d'Ariane ou Ariane Phosphate maintenant. Vous savez que, c'est un dossier assez chaud dans le coin de Saint-Fulgence. Est-ce que le gouvernement a l'intention de s'interposer ou de prendre part aux discussions qui sont là entre la minière Ariane Phosphate et les résidents qui sont visiblement là contre ce projet-là? Alors, c'est pas le rôle du gouvernement d'y aller au départ, négocier avec les propriétaires du secteur. Cependant, je me suis assuré avec le conseil municipal qu'on mette en place un comité pour arriver à des ententes, pour trouver, d'essayer de concilier les intérêts de tous dans l'intérêt régional, dans l'intérêt commun, puis autant des résidents du côté du Saguenay. Et c'est ce qui est en place, le comité, les représentants de l'Anse-à-Pelletier, c'est surtout dans le secteur de l'Anse-à-Pelletier à Saint-Fulgence, où les gens veulent préserver les rives du Saguenay, qui sont face d'ailleurs au port de Grand-Anse. Et le comité joue bien son rôle, travaille bien, et c'est ce que je suis. J'ai rencontré encore la semaine dernière le conseil municipal de Saint-Fulgence pour que ce comité-là arrive à des fins pour, comme je vous disais, concilier les deux parties. Et aussi également Ressources Ariane, les dirigeants avec la MRC du Fjord du Saguenay, le préfet, la directrice générale, pour par la suite regarder. Vous savez que le projet de mine que Stéphane faisait référence tout à l'heure, puis qui a participé beaucoup pour arriver avec un véritable projet pour sécuriser l'ensemble de l'industrie minière, est très important. Puis je peux vous dire que autant les gens du côté de Phosphate, d'Ariane Phosphate, que de Niobec sont très satisfaits du projet des mines, de la loi sur les mines qui a été faite, et l'industrie minière en général. Est-ce que vous avez pris position sur le dossier d'Ariane Phosphate à Saint-Fulgence en particulier? À Saint-Fulgence, je laisse, parce que ça appartient, il faut faire attention, il ne faut pas trop se mêler des besoins des mines lorsque ça rentre ou d'une industrie ou d'une entreprise par rapport à leur objectif, eux, de réalisation du projet, quand on respecte l'environnement, quand on respecte les lois, etc. Il restera toujours des gens ou des personnes qui ont des intérêts autres puis qui veulent faire prévaloir leurs droits. Et c'est correct. Et j'ai dit aux gens que je suivais les gens de l'Anse-à-Pelletier qui voulaient que je me prononce sur le dossier. Moi, ce que je leur ai donné comme position, c'est que je veux la réalisation de l'exploitation ou de l'extraction de la mine de phosphore, d'Ariane Phosphate, et dans l'intérêt de l'ensemble et de trouver, de concilier les différents usages, c'est possible. Vous savez, avec le projet, pour un ancien préfet, là, il y a 4000 baux de villégiature sur le territoire de la MRC du Fjord du Saguenay. C'est important. L'entretien du chemin, de la route L200, entre autres. Si ceux qui connaissent la région, vous savez, prenez l'exemple de la route des Passes, dangereuse, où c'est très développé. Et c'est une problématique. Les gens, les utilisateurs veulent toujours que le gouvernement paie pour l'entretien du chemin. Mais donc, toujours si on un défi. comprend bien, les citoyens ne peuvent pas compter sur votre appui. C'est pas ce que j'ai dit, que je suis le dossier. Et dans l'intérêt de la population, on va regarder qu'est-ce qui s'offre. Il y a des opportunités et on va voir qu'est-ce que la mine va donner comme résultat parce qu'il n'y a pas seulement qu'un choix. Puis c'est un dossier dont on se parle régulièrement, je vous dis ça. Ils sont en consultation. On ne bisbaillera pas, nous autres, le processus de consultation. On peut avoir une opinion personnelle, mais là, c'est pas le temps de la mettre en avant. S'il y a des choix à faire, on est en collaboration. Et puis, ce que je peux vous dire, même le caucus régional, c'est le dossier, c'est un dossier qui va être régional, tout à fait régional. On ne peut pas s'interférer dans de la consultation, sinon, ils n'en feront plus. Ils vont dire, là, si vous décidez, on va aller voir vous autres avant. Là. Donc, on regarde, c'est sûr que je lis les journaux comme tout le monde. Donc, on regarde ça, puis Jean-Marie est très préoccupé, ça. Écoute, mais c'est un projet majeur. On ne se le cachera pas. La finalité, par contre,
ces deux projets, Tania-Bec, Darien, là, c'est des projets pour nous qui ont une importance réelle en termes de création d'emplois. Ça, c'est sûr. Monsieur Boivin, suivi de mon patron, Michel Gagné, dont je souligne la présence. Décidément. Ce conflit. Alors, bon matin tout le monde. Oui, la question s'adresse au ministre des Affaires municipales et au ministre responsable de la région. Monsieur Bédard vient d'annoncer qu'il y aura un schéma de travail pour arriver peut-être à un sommet économique. Enfin, vous n'avez pas encore la conclusion du travail, mais Monsieur Gaudreau, est-ce que c'est un projet pilote régional ou est-ce qu'on revient au Québec avec cette période-là? Ça va-tu être un projet seulement Saguenay-Lac-Saint-Jean? Parce que ça a été quand même une période intéressante au niveau de chaque région. Ça a permis de concentrer l'aquaculture en Gaspésie, les mines, en fait, plusieurs projets dont on vient encore les suites, pas juste dans notre région, ont été initiés par ce genre de démarche-là de travail collectif. Alors, est-ce que on s'aligne vers une reprise de cette période-là ou c'est une régionale? C'est clairement une initiative purement Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon. Stéphane et moi, dès qu'on est arrivés aux affaires l'année passée, on a manifesté l'intention de rendre plus active la conférence administrative régionale. Comme ministre des Affaires municipales, c'est aussi le message que j'ai envoyé dans toutes les régions du Québec. Mais en même temps, moi, je suis un tenant de la décentralisation, donc c'est pas du mur à mur en grandeur du Québec. Je veux laisser à l'initiative de chacune des régions de s'organiser. Il y a des modèles très différents d'une région à l'autre, des fonctionnements des conférences administratives régionales. De faire ce qu'on fait ici avec le mandat qui a été confié par Stéphane, c'est nouveau, c'est innovateur, et je pense que ça correspond parfaitement à notre volonté de soutenir la décentralisation dans les régions. Vous savez qu'on a l'engagement d'avoir éventuellement une loi cadre sur la décentralisation, mais avant d'avoir la loi cadre, ce à quoi je me suis engagé également, puis je le fais aussi du côté du ministère des Transports dans d'autres domaines, là, parce que ça tombe bien que j'ai aussi ce ministère-là, c'est d'avoir des initiatives concrètes de décentralisation. La Fédération québécoise des municipalités, qui est présidée par Bernard Généreux, est très heureuse de cela. Et parmi ces initiatives de décentralisation, s'insère parfaitement le mandat qui a été confié par Stéphane à la CAR. Alors, je vais bien répondre. C'est clair. On travaille en collaboration là-dessus, c'est régional. Je ne sens pas d'appétit au niveau national. Travailler sur créer cet appétit-là, ça serait long et compliqué et ardu, alors que je sens... Mais si ça vient. Et si ça venait, j'en serais le plus heureux parce que cet exercice-là, j'y étais présent, vous le saviez. J'ai la chance d'avoir été longtemps en politique, je trouve. J'étais là en 2002. Puis pour ceux qui s'en souviennent, j'ai mis beaucoup dans balance pour avoir des retombées au niveau régional. À l'époque, j'ai tout mis ce que je pouvais mettre en termes politiques. Et ça avait donné des résultats. Donc, c'est un exercice, moi, que j'aimais bien. Par contre, au niveau régional, je pense qu'on a une obligation de le faire. J'ai lu quelques articles d'entre vous, quelques éditorialistes aussi, et ça a apporté de l'eau au moulin à notre réflexion, nous, au niveau du caucus, puis on se sentait mieux. Bien, je voulais vous dire, c'est qu'on a la chance, puis on le dit pas assez souvent, l'exercice du pont a mis en évidence des fonctionnaires de haute qualité qu'on a dans la région. Au niveau du ministère des Transports, il y en a dans toutes les sphères. Ouais. Et il faut le dire, ces gens-là, ils sont formidables. Et moi, je travaille avec eux plus régulièrement parce que je suis ministre régional, donc je les vois tous. Et on a une équipe très dynamique, imprégnée de la région. Et c'est rare. Donc, dédiée, puis ils sont prêts à aller de l'avant. Puis donc, on va le faire en collaboration avec l'ensemble des institutions. Excusez. Michel Gagné, suivi de Denis Lapierre. J'aimerais qu'on revienne sur le dossier du Pont-du-Buc. J'aimerais savoir si on a fait le total des coûts concernant le Pont-du-Buc. On l'avait prévu. Oui, j'imagine. À tarder à venir, mais si tu veux, moi, ça a l'air que l'argent, c'est quelque chose qui me préoccupe. Mais il y a un double volet, parce que je sais que Bertrand est habitué aux questions à double volet. Alors, oui, tout restreint. J'aimerais savoir également concernant le coût de ces travaux-là. Il y a eu des coûts aussi pour la municipalité de Saguenay, de Chicoutimi. Le maire Tremblay s'est jamais caché non plus pour dire qu'il vous filerait la facture. Est-ce que vous avez l'intention de la payer? Et voilà. Oui. Écoutez, en ce qui concerne le dossier des coûts reliés aux événements de l'incendie, j'ai encore de la misère à dire l'incendie du Pont-du-Buc. C'est quand même assez récent. Hein? Ça fait même pas un mois qu'on a rouvert le pont. C'était le 24 décembre. On est en train de collecter les factures.
de part et d'autre, de la part de l'entrepreneur Proco, dont je tiens à souligner encore le professionnalisme, excellent, la capacité d'exécution rapide, incroyable. Donc, on est encore de collecter ça. Et je dois vous dire également, ce matin, que nous n'avons pas encore reçu, à ce jour, à moins que ce soit rentré ce matin, là, les réclamations de la Ville. C'est correct, là, je veux dire, quand je dis ça, c'est pas un blâme, là, parce que je comprends qu'eux aussi, ils ont un travail à faire, d'évaluation et tout. Puis il faut que ce soit des factures qui soient justifiées aussi, là, puis à la période des fêtes à travers ça. Alors, il est beaucoup trop tôt pour vous le dire. Ben, beaucoup. Il est trop tôt pour vous le dire encore le coût, à la fois des travaux et des réclamations. Maintenant, comme je l'ai dit durant le feu de l'action, c'est... Hey, à matin! Je t'en forme à matin, c'est ça. Le repos a été bon pour toi. Comme je vous l'ai dit, dans le feu de l'action, il y aura effectivement des remboursements des dépenses encourues par la Ville sur présentation de pièces justificatives, comme ça se fait dans toutes les situations comparables. Bon, je ne veux pas donner d'exemple parce qu'il n'y a pas vraiment de comparable, là. Mais dans tous les cas où il y a des situations d'urgence, alors ce sera fait, que ce soit par exemple les frais entourant les heures supplémentaires des policiers, transport collectif même, évidemment sur pièces justificatives. Fait que là, on est en train de collecter ça. Au Conseil de Trésor, on appelle ça un risque qui va se matérialiser. Oui, allez-y, M. Gagné. Je viens pas souvent, ça fait que je vais en profiter. Monsieur Bédard, vous avez dit que l'année 2013 avait été particulièrement occupée. 2013 a failli se terminer par une élection. Est-ce que 2014 sera une année d'élection? Nous, l'important, vous avez vu, effectivement, en 2013, on a réussi, à travers le contexte qu'on connaît, à livrer la loi sur les mines, qui est attendue depuis, bon, on va dire, au moins une dizaine d'années, là. Qui n'avait pas été renouvelé de fond en comble depuis près de 100 ans. Donc, malgré ce contexte-là. Et ce qui est important à court terme, c'est vraiment de gérer. On a des préoccupations, vous avez vu, on lance des choses. Parce qu'il fallait qu'on se préoccupe de la possibilité d'élection, dans les 2 dernières années, il y en aurait eu à tous les 3 mois. Donc, et ça gèle l'action, ça gèle la capacité d'un gouvernement ou nous autres, comme équipe, d'agir. Alors, on est en mode action quand même. Les possibilités d'élection, elles appartiennent... Mme Marois, dans un contexte où elle peut décider de le faire. Les oppositions peuvent décider de nous renverser à quelque moment que ce soit par une motion. Donc, à partir de là, on ne veut pas entrer dans ce jeu-là. Nous, on a des plats sur le feu qui sont importants. Vous avez vu, au niveau identitaire, au niveau économique, on a mis une pression formidable sur la création d'emplois dans les derniers mois, puis ça paraît. On est content et on va continuer à le faire. Donc, on ne veut pas tergiverser. À l'automne, ça s'est emballé à un moment donné, puis là, tu perds du temps. Là c'est comme commenter les sondages. Il n'y a rien qui avance, mais tout le monde commente. Puis à la fin, il ne sort rien là, en termes d'orientation et concrète. Donc, voilà. Monsieur Godreau, vous, non? Il a hâte d'aller en élection, Sylvain. Là. Oui. Moi, je suis toujours prêt. On a tellement bon bilan qu'on a hâte d'y aller, mais ça ne veut pas dire qu'il faut y aller vite quand même. Je suis toujours prêt à aller en élection, mais... Je veux dire, nous, on gouverne avec le mandat qu'on a, là, et puis je pense qu'on gouverne bien à part de ça. On est rendu à avoir une connaissance beaucoup plus fine de l'administration publique depuis un an, puis des affaires publiques. Alors, mais moi, je suis prêt, sans problème. Je serai candidat à la prochaine élection. Prochaine question, Denis Lapierre, suivi de Louis Tremblay. Je veux revenir sur les rapports du Mamro concernant Promotion Saguenay et la ville de Saguenay. On a vu cette semaine des appels d'offres lancés par Promotion Saguenay concernant l'agrandissement de l'aérogare de Bagotville, alors que dans le rapport du Mamro sur Promotion Saguenay, on disait bel et bien que Promotion Saguenay ne devait pas être le maître d'œuvre dans ces genres de dossiers-là, que c'est la ville qui devait le faire. Il y a donc, je vais dire récidive, si on veut, appelons ça comme ça, de la part de la ville, les Promotions Saguenay dans ce dossier-là précis. Après avoir essayé d'avoir des réponses à ces questions-là auprès de votre bureau, aux affaires municipales. On m'a répondu ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a un dossier de 3 ans. Et il y a une période de 3 ans pour l'analyse et qu'au terme de ça, il pourrait y avoir des poursuites judiciaires si on déterminait que ça correspondait à des problèmes de règlement ou à des infractions dans le sens large du terme.
finalement, ces rapports-là servent à quoi? Dans la mesure où on constate des choses et on remet au calendrier grec là, toute possibilité d'intervenir ou d'interagir pour changer des façons de faire qui ont été considérées comme fautives par une enquêtrice là, du ministère. Oui. Écoutez, c'est parce que vous avez, dans votre question, vous répondez vous-même là, concernant le processus. Non, ça ne m'empêche pas de répondre. Vous pouvez même me contredire si vous voulez, je vous commande. Mais il y a dans votre question la réponse, dans le sens qu'il y a effectivement un processus de 3 ans, puis je vous l'ai dit. Moi, comme ministre, là, il faut que j'ai un traitement équitable des municipalités. C'est pas parce que je suis député à Saguenay qu'il faut que j'apporte un traitement différent à Saguenay. Il y a différentes choses dans ce que vous avancez. Il y a aussi des plaintes qui ont été déposées, par exemple, au bureau du commissaire aux plaintes du ministère des Affaires municipales, qui a un processus indépendant, ça c'est important de le dire, et il y a un traitement des plaintes qui sont faites à cet égard-là. L'autre chose que je peux également vous dire, c'est que ce qui est important, c'est que il y a présentement un travail qui se fait. Il y a présentement un travail qui se fait entre les hauts fonctionnaires du ministère et la Ville de Saguenay pour justement clarifier ces choses-là, justement faire en sorte que la Ville puisse agir correctement en respect de la loi. L'autre chose que je peux vous dire, je l'ai dit très clairement à M. Tremblay, c'est qu'on ne peut pas faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement. En même temps, il y a de plus en plus d'initiatives à travers le Québec, dans les municipalités, pour créer des institutions de développement économique, un peu à l'image de Promotion Saguenay. Puis il ne faut pas jeter toutes les pierres à ce type d'institution-là, qui a une mission de faire du développement. Alors là, moi, je n'ai pas fermé la porte à revoir éventuellement la législation pour faire en sorte qu'on ait des institutions de développement économique qui ne nous mettent pas en porte-à-faux par rapport à la loi, dans la mesure où, justement, on pourra l'encadrer, puis où que ça soit transparent. Alors là, c'est comme si ce type de créature-là est entre deux chaises présentement. Puis il y a beaucoup d'autres initiatives qui veulent poindre à travers le Québec, puis je ne veux pas fermer la porte à ça. Mais là, on embarque dans un autre chantier. Vous savez que, par ailleurs, moi, je suis en relation quasi quotidienne avec l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités. On a tout le chantier de l'entente Québec-Municipalité qui s'en vient. C'est des négociations où je me suis déjà prononcé à faveur d'une plus grande autonomie des municipalités, diversification des sources de revenus. Ça va faire partie de ça. Révision des lois. Écoutez, les municipalités, là, sont gérées au Québec par quelques 103 lois différentes. Loi sur la fiscalité, loi sur les compétences municipales, loi sur le ministère. Écoutez, moi, ce que j'ai dit aux partenaires du monde municipal, c'est qu'à un moment donné, il faudra faire une réflexion plus globale là-dessus. Mais, pour faire ça, puis Stéphane va comprendre très bien ce que je veux dire, il nous manque l'outil essentiel qui est d'avoir un gouvernement majoritaire. Parce que c'est des réformes d'envergure. Si on veut se lancer dans une réforme plus vaste du monde municipal, pour justement clarifier les choses, clarifier les rôles clarifier les rôles de ce type d'organisation-là, etc. Ben là, on a besoin d'avoir les coudées plus franches. Puis moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait un gouvernement majoritaire. Donc, des élections en 2014. Prochaine question. On était rendu à Louis Tremblay, suivi de Catherine Paradis. Ma question s'adresse à Stéphane Bédard en tant que ministre responsable de la région. Si vous faites renaître la conférence administrative régionale, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires de toutes les directions des ministères, est-ce que c'est parce que vous considérez que la conférence régionale des élus, qui s'est donné dernièrement un rôle de critique à l'endroit du gouvernement en utilisant des fonds publics pour contester les chiffres du forestier en chef, est-ce que c'est parce que vous considérez qu'ils ne font pas leur rôle? Non. Donc, ou qu'ils ne livrent pas en marchandises? Le but, ce n'est pas d'entrer en discussion. Au contraire, la CRE fait partie de la CAP. Autrement dit, la conférence régionale des élus, la personne responsable est membre aussi de la conférence administrative régionale. Donc voilà.
Alors, ce que je veux, au contraire, eux, on a un exercice au niveau stratégique, je pense, qui a commencé, ou je ne le sais pas, mais... Donc, l'important, c'est qu'eux font le travail. Nous, il y a quelque chose de plus global, puis j'ai des exemples. J'ai eu la chance là, d'avoir, pour ceux qui viennent de 84, j'ai vu arriver l'exercice aussi au début des années 90. J'ai vu la préparation du rendez-vous des régions. Donc, on a une idée, on a les bases, mais je voulais être sûr d'être bien avec l'équipe de fonctionnaires, d'avoir quelque chose de solide à présenter, une procédure, une démarche qui va recevoir, qui va être bien accueillie partout. Puis, ça n'aura pas de... Le but, c'est pas d'interférer dans ce que font les autres. Mais je pense qu'au niveau économique, il y a un besoin qui est là et on ne peut pas attendre. Et ça prend une concentration de tous les acteurs au niveau régional en ayant la possibilité, en termes de gouvernement, d'apporter une réponse aussi, je ne vous le cacherai pas. Donc, ça aide. Avoir une réflexion, c'est bien. Avoir des réponses, c'est bien, c'est mieux. Voilà. Peut-être en question, j'ai moi aussi, même si je ne suis pas votre patron. Monsieur Bédard, allez-y, monsieur. Mauvais précédent. On nous dit, parce qu'on parle beaucoup avec les gens des centres jeunesse ces temps-ci, parce que c'est un peu, ils sont un peu en bataille pour maintenir 2 points de service. On nous dit que probablement que le gouvernement va faire en sorte de maintenir le point de service de la baie et le foyer de Roberval va réussir à les sauver. Est-ce que c'est le cas? Je ne gère pas les centres jeunesse. On a un directeur, pour ceux qui l'ont rencontré, qui est d'une qualité exceptionnelle. Puis là, je tiens à réitérer toute ma confiance, la confiance du gouvernement à l'égard des gestionnaires. On a des employés de très grande qualité aussi. Et les gens vont se parler pour trouver des solutions. Il y a un contexte qui est le suivant, et je l'ai répété, puis il n'y a personne qui m'a détrompé là-dessus. C'est qu'il y a eu une poussée au niveau de l'assurance salaire qui est due à ce que vous connaissez, un relèvement de la main-d'œuvre. Et une perte de clientèle autochtone qui a entraîné des efforts budgétaires d'à peu près d'1,2 million. Ça a été concret, il n'y a pas de coupure, mais ça entraîne par contre des choix. Et il y a une réorganisation sur la façon de donner service, où le Saguenay-Lac-Saint-Jean avait un petit peu de retard, on ne se le cache pas. Donc, à travers ça, moi, je ne suis pas un spécialiste au niveau des services. Jean-Marie est très concerné, je le suis, Denis, tout le monde. L'important pour nous, c'est de prendre ce qu'on entend sur le terrain, de le donner aux gestionnaires qui ont la responsabilité. Puis après ça, c'est à eux à prendre des meilleures décisions pour la qualité des services puis le respect des budgets. Alors, c'est seulement ça. Pour le reste, s'il fallait décider des institutions à partir de nous autres, c'est sûr que le monde connaîtrait la façon de faire, puis c'est sûr que je ne suis pas sûr que ça serait une bonne utilisation des fonds publics. Là. Excusez. Prochaine question, Catherine Paradis. Merci. Moi aussi, je vais avoir 2 questions. C'est bon. Je commencerai par vous, M. Bédard. Il y a le fonds de recherche sur la forêt boréale qui existait ici depuis plusieurs années, qui a pris fin en 2012. La CRE essaie de le renouveler. Je pense que vous avez eu déjà des rencontres à ce sujet-là. Où est-ce que ça en est, ce dossier-là? Est-ce que vous engagez à redonner du financement? Oui, c'est une orientation qui a été prise, pour laquelle on a posé des questions. Puis on travaille en collaboration avec les gens de la CRE pour trouver des solutions, effectivement. Donc, il y a des effets positifs, des effets négatifs, peu importe la formule qui est prise. L'avantage de l'ancienne, c'est qu'elle générait plus de financement de la part des gens du milieu. C'était ça l'avantage. Et on va en tenir compte dans les représentations qu'on fait actuellement auprès du ministère. Deuxième question. Deuxième question, donc, pour M. Gaudreau. Je me fais la porte-parole des gens de Sherbrooke. On a des tentacules partout, hein? Là-bas, il y a des citoyens qui vous ont envoyé une lettre, je crois, concernant la réduction de la taille du conseil municipal. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bien, écoutez, on est au cercle de presse de Saguenay. Moi, j'ai vraiment l'intention de concentrer mes réponses sur les questions qui concernent le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si les gens de l'Estrie veulent créer un cercle de presse, ça me fait plaisir d'aller faire un tour. Mais on va prendre connaissance comme il faut de cette demande-là. Puis, on y apportera la réponse nécessaire. Mais je ne veux pas commenter plus à ce stade-ci. Vous parlerez après le cercle de presse de ce que j'en comprends. Je vais m'en permettre une petite. 2 même, tu as le droit maintenant. Oui, pourquoi pas. Dans les salles de presse, on compare de plus en plus la façon dont Mme Marois interagit avec les journalistes, avec celle dont M. Harper interagit avec les journalistes. Je sais que ça vous fera pas plaisir, mais on a vraiment l'impression que de plus en plus, le message est contrôlé et qu'on ne veut pas répondre aux questions des journalistes. Vous pouvez faire toutes les expressions faciales que vous voulez, mais c'est la réalité des journalistes. J'aimerais vous entendre là-dessus. Vous vous prêtez à l'exercice. Vous avez pas peur. On ne semble pas vous protéger pour répondre aux questions des journalistes, mais c'est ce qu'on ressent de l'entourage de Mme Marois. Et on aimerait savoir pourquoi
on ne peut plus avoir accès, on ne peut plus poser de questions à la première ministre? Là, de comparer Harper et Mme Marois, c'est déjà hors de proportion. OK? J'enverrai quelqu'un en stage à Ottawa pour voir comment... Moi, je le sais comment ça fonctionne. Quand les gens, ils choisissent qui va poser une question. Puis la question, il faut qu'il l'ait avant. Il n'y a personne qui peut me dire ici que je peux comparer ça. Alors, et... Tu sais, des fois, je veux pas être dur dans mes propos. Qu'elle ne répond pas aux questions des journalistes. C'est pour ça, comparez-moi pas à Harper, là. Ça marche pas. C'est seulement ça. C'est comme dire que, je sais pas, de comparer ce qui se passe en Russie versus des événements qui se passeraient ici par rapport à des manifestants. Donc, c'est exagéré en tout respect que j'ai pour vous, Madame la Présidente. Donc, cet exemple-là n'est pas le bon. Ce qu'on a, par contre, puis nous, on est là-dedans tous les jours, Jean-Marie, à l'Assemblée nationale, il y a toujours le risque que ça parte sur n'importe quoi. Un commentaire sur... regarde, hier, j'avais le point de presse. J'ai eu une question, un peu comme aujourd'hui, sur les lits d'hôpitaux au CHUM, la construction du CHUM. Si mauvaise réponse, la journée est perdue. C'est plus Alcan, c'est plus Rio Tinto qui est la nouvelle. C'est rendu... le président du Conseil du Trésor, il est pour, finalement, d'augmenter les frais. Moi, c'est un dossier que j'avoue... Tu sais, je l'ai lu dans le journal, c'est pas dans mes dossiers, là. Alors, c'est ça le risque. Et les journalistes ont pris l'habitude de faire des pizzas. Pas tout le monde, mais on fait une pizza, puis là, on devient des commentateurs. Et là, on veut éviter ça. On ne veut pas être des commentateurs de l'actualité. Moi, je dis ça à un journaliste, un commentateur, c'est plus payé que vous. Et c'est plus payé que moi. Alors, si un jour, je veux être plus payé, je vais être commentateur. On n'est pas là-dedans. On est dans... on prend des décisions, on donne tu le sais. Alors, c'est simplement ça. L'idée, c'est de se concentrer sur un message puis essayer de le livrer, puis de pas tomber dans le commentaire. Alors, c'est seulement ça. Par contre, au niveau de la région, j'ai pris note, par contre, des commentaires. Ça, je vous cacherai pas. Là, au niveau national, c'est une autre affaire. Au niveau de la région, Mme Marois s'est toujours montrée disponible. Vous le savez qu'on l'est. S'il y a moyen, il y a peut-être eu des incompréhensions quelque part. Et ça, je m'engage auprès de vous, avec mes collègues, à faire le nécessaire pour ramener la situation. Mais Mme Marois est très disponible. Moi, je vois son horaire à tous les jours à l'Assemblée. Je suis assis à côté d'elle. Et tant au Conseil qu'à l'Assemblée. Et elle a un horaire de fou qui, moi, je trouve, est incompatible avec la fonction qu'elle a. C'est sûr qu'à chaque fois, j'ai dit, vous ne devriez pas vous booker un horaire comme ça. S'il arrive un événement où vous devez prendre une décision en toute quiétude, ça ne peut pas. Alors, c'est quelqu'un qui est très volontaire. Alors, on veut... Dans son entourage, et j'en fais partie, on veut diminuer son volontariat. Parce que c'est quelqu'un de très généreux. Par contre, j'ai bien compris au niveau régional, et s'il y a moyen de ramener, puis je vais transmettre l'invitation du Socle de presse, d'ailleurs. Je comprends que c'est une invitation. C'est une invitation qu'on répète depuis déjà un certain temps. Alors, je vais transmettre l'invitation, puis je vais tenter d'organiser la date en question. La date, parfait.